Bonsoir, bienvenue. Merci d'être au rendez-vous des grandes questions, votre hebdo philo du jeudi soir. Ce soir, on va se demander comment profiter de la vie. Jusqu'où? Jusqu'où avec notamment Michel Onfray, philosophe, nietzschéen, hédoniste, la tête de turc de tous les conformistes, qui publie La passion de la méchanceté, sur un prétendu divin marquis. C'est de Sade qu'il s'agit, c'est aux éditions Autrement. Et puis il y a des petits bijoux aussi, régulièrement, toujours aux éditions Galilée, notamment ce bestiaire nietzschéen. Jean-Didier Vincent, neurobiologiste, auteur notamment, parce qu'il a eu auteur à succès de La biologie des passions, un classique, et puis Le cerveau sur mesure, qu'il a écrit avec Pierre-Marie Lédo, c'est aux éditions Odile Jacob. Et puis la révélation littéraire de la rentrée, Leila Slimani pour Dans le jardin de l'ogre, un roman donc aux éditions Gallimard. Face à eux, nos trois drôles de dames, agrégées de philosophie, s'il vous plaît. Eliette Abécassis, Mazarine Pinjot, Géraldine Mühlmann. Pendant toute cette émission, vous pouvez réagir pour nous approuver ou pour nous condamner sur hashtag LGQ pour les grandes questions. On va commencer tout de suite par cette grande question. Alors, peut-on jouir, peut-on vivre, peut-on profiter de la vie sans entrave? D'abord, qu'est-ce qui vous rend heureux, vous, en ce moment, tout de suite? Michel Onfray, allez. Non, une question pas facile. Moi, je suis dans une période de deuil. Le bonheur, c'est pas pour moi tout de suite. Enfin, oui, mais il y a des moments de bonheur. Oui, non, mais pour l'instant... même quand on est en deuil, même dans le malheur, de temps en temps, il y a des poussées, des pulsions de bonheur. Mais des lectures, de découvrir des auteurs qu'on connaît de nom. Par exemple, je travaille sur Michel Dufresne pour mon cours à l'Université populaire. C'est un philosophe que je n'avais pas lu, je découvre. Donc il y a des bonheurs de lecture, des bonheurs de découvrir des intelligences qu'on ignorait. Donc pour l'instant, ce sont mes bonheurs. Et vous, vos bonheurs Jean-Didier Vincent? C'est-à-dire que c'est cyclique pour moi. Je suis un mélancolique, un vrai mélancolique. C'est-à-dire que j'alterne des périodes de bonheur excessif, étalé et qui encombrent souvent les autres, mais qui me donnent aussi peut-être un certain talent. C'est bien, comme la plupart des grands auteurs, je suis un mélancolique et je le proclame. Pour les émissions que nous faisons, vous êtes ce qu'on appelle un bon client, c'est-à-dire vous racontez des histoires, vous faites rire, vous êtes bon vivant aussi. Ça fait partie de mon habitus, oui, c'est ça. J'aime faire le clown, mais je suis un clown triste, souvent. Ah oui, c'est-à-dire dès que vous quittez le plateau de télévision. Oui, et puis je dis j'étais encore con une fois de plus, j'en ai trop fait. Ce Franz-Olivier Guilbert me pousse dans des extrémités où je n'aurais pas dû aller, et je succombe, et je dis des conneries. Mais c'est pas grave. J'espère que vous allez en dire et encore nous faire rire comme d'habitude. Leila Slimani, alors vous aussi, vous êtes dans une période sombre? Non, je ne suis pas dans une période sombre, non, ça va, je suis plutôt contente. Ouf, ouais. Parce que donc ça commençait bien. Ouais, non, ça va, je suis plutôt heureuse de rencontrer. Alors oui, où vous trouvez votre bonheur là? Moi, je crois dans une certaine forme de solitude, mais une solitude heureuse, c'est-à-dire une solitude qui me permet d'écrire, de lire des livres qui me plaisent, d'aller au cinéma, de me promener dans Paris. Ça me rend heureuse, parce que c'est une forme de liberté, ma solitude. Alors, on va poursuivre cette émission maintenant en s'intéressant plus particulièrement à Michel Onfray, à qui Éric Mata a une toute petite question à poser. Michel Onfray, il est tentant de vous dépeindre en Terminator à roulette russe. Votre truc, c'est le déboulonnage des idoles. Et au Chamboultou, vous ne jouez que chez les poids lourds. Sartre, Freud, Kant, Dieu, nul n'échappe à votre plume cyanurée. Pour ne pas perdre la main, vous employez aussi le tweet assassin. En juin dernier, vous traitiez François Hollande de minable et de pauvre type en raison de sa promesse non tenue de promulguer une loi sur l'euthanasie. La chasse est ouverte toute l'année, vous adorez les trophées. Sade est votre nouveau chantier de démolition, là où la plupart des intellectuels voient le marquis comme le premier philosophe moderne. Révolutionnaire, féministe, émancipateur et républicain, vous le classez plutôt comme le dernier philosophe féodal, violent, violeur et misogyne. Un révolutionnaire en peau de lapin, écrivez-vous à la cravache.
À 28 ans, votre infarctus a fait de vous un homme pressé. James Dean du bocage, libertaire anti-libéral ultra prolifique, hédoniste pédagogue, nietzschéen de gauche, Torquemada à rebours. C'est le charme de l'époque que de vouloir connaître l'origine du produit. Non, tout cela est trop facile et vous brandissez suffisamment l'étendard transparent de votre modestie pour ne pas avoir quelque chose à cacher. D'où ma minuscule question. Ne seriez-vous pas un sentimental contrarié, Michel Onfray ? Ah, c'est pas mal comme question, là. Hein. Mais pas contrarié du tout, non, je suis un vrai sentimental, moi. Oui. Ceci dit, c'était un portrait partial parce que j'ai fait 80 bouquins. Et quand je fais des bouquins positifs, on n'en parle pas. Bah, Camus, ça a bien marché. Quand je fais un livre sur Camus, qu'est-ce qu'on entend? Un livre sur Nietzsche aussi, dans la contre-histoire. Je fais un livre sur Camus qui fait 500 pages, il y a quelques pages consacrées à Sartre, et on dit que c'est un livre contre Sartre. C'est-à-dire, je fais une contre-histoire de la littérature, je fais un volume consacré à Cervantes, le réel n'a pas eu lieu, on n'en parle pas du tout. J'en fais un sur Sade, on en parle, on dit ça y est, il déconstruit, il ravage, il pulvérise, etc. Non, j'ai fait 10 volumes pour l'instant, il y en aura 13, d'une contre-histoire de la philosophie où je ne suis que positif. Que positif. Mais ça n'intéresse pas la presse, qu'on soit positif, donc jamais de papier. Quand il s'agit de faire l'éloge de ceux dont j'ai parlé l'an dernier, Hannah Arendt, Günther Anders, par exemple, non, ça, on passe tout ça sous silence. En revanche, quand il y a la possibilité de faire du buzz avec un personnage, parce qu'on a des pour et des contre, on dit d'un seul coup, Onfray, il dessoude en permanence. Alors je le fais de temps en temps, mais c'est pas essentiellement ça. J'ai fait un recueil de haïkus, par exemple, ou une espèce de prose poétique à partir du zoo ou du bestiaire de Nietzsche, on n'en parle pas de ça. C'est Sade qui intéresse beaucoup plus. Donc je me sens pas forcément concerné par ce portrait parce que effectivement, si on prélève dans 80 livres quelques moments un peu violents. Oui, il y a eu des livres très violents sur Freud, oui, mais quelques-uns. J'ai dit des choses justes sur Freud et on a considéré que j'étais dans le pamphlet. Moi, j'y peux rien. S'il fait des dédicaces élogieuses à Mussolini, s'il invente des cas, même Madame Roudinesco aujourd'hui est en train de dire qu'il invente des cas et qu'il a fait des dédicaces pas à Roudinesco, mais à Mussolini. Donc je suis assez content de voir que les gens qui m'ont insulté à l'époque finissent par se dire que, bon, globalement, il y a des faits, on peut évidemment nier les faits, hein, c'est une pathologie, mais qu'au-delà des faits, il y a quand même un certain nombre de choses sur lesquelles on peut se retrouver indépendamment de la polémique. Alors, votre livre sur Sade, La passion de la méchanceté, c'est vraiment un livre extrêmement polémique. C'est-à-dire ce personnage qui est un héros de la philosophie, de la littérature française, qui nous a été présenté par Apollinaire, et puis ensuite il y a toute une succession d'auteurs, d'adorateurs qui sont arrivés. Bon, là, vous y allez très fort. Mais non, là encore, un jour je ferai probablement un pamphlet pour qu'on voit ce qu'est un pamphlet. Fasse la différence un peu dans l'exagération. Et ce sera qui Non, je ne sais pas. Enfin, j'ai pas l'esprit pamphlétaire, quoi qu'on dise. Simplement, quand on dit des choses qui sortent des clous, parce que les clous, c'est ça. C'est Sade, libertin, il invente le sexe, il invente les femmes, il est un précurseur de Freud, etc. Ça se dit depuis Apollinaire, ça s'enseigne, ça se transmet. Je l'ai fait moi aussi quand j'étais prof, quand on n'a pas le temps de lire et qu'on se contente de dire ce que les autres nous ont dit qu'il fallait dire. Oui, c'est sûr, en cours de philo, on nous présente Sade, d'ailleurs qu'on ne lit pas parce que c'est chiant. Sur Freud, enfin, des mythologies. Oui, absolument. Ma mère était ma prof, et voilà. Et elle parlait de Sade, absolument. Elle parlait de Georges Bataille. Mais Sade est dans les manuels de philosophie de classe terminale. Ben oui, bien sûr. J'ai eu mon bac. J'ai enseigné pendant 20 ans, et ça faisait partie des auteurs qu'on enseignait, comme Freud. Donc évidemment, à 30 ans, à 40 ans, on n'a pas tout lu, tout vu, donc on dit ce qu'on nous a dit, et puis on ne va pas faire le travail critique. Et puis c'est quand on travaille par soi-même, qu'on s'en va lire les auteurs, qu'on regarde, on se dit, mais ce n'est pas exactement ce qui se trouve dit. Et pourquoi machin le dit? Parce que bidule le dit. Pourquoi bidule le dit? Parce qu'un autre avant l'a dit, etc. Et quand on fait une espèce de démontage, de déconstruction, on découvre que le premier à produire ce qu'on appellerait aujourd'hui les éléments de langage, c'est Apollinaire. 1909, il fait une anthologie, il bâcle ça, il est génial Apollinaire. Hein, il n'est pas question de grand poète, dire que grand poète, il invente l'art nègre, il est génial dans plein d'intuitions qui sont les siennes et dans tout l'art contemporain. Bon, voilà. Mais il fait une commande, quoi. Il fait une commande vite fait, bien fait, il nous raconte ça, quelques pages, et puis voilà. Breton reprend, les surréalistes reprennent, Lacan, etc. Et c'est parti jusqu'à Solers et quelques autres. On reprend exactement la même chose, et le premier qui dit « Êtes-vous sûr ?» Êtes-vous sûr, quand vous aurez lu la totalité de Sade, par exemple, plutôt que les gloses, est-ce que vous pensez qu'on peut continuer à dire ce genre de choses? Et si vous dites une chose pareille, vous passez pour un polémiste. Alors, Sade, on peut dire, c'est l'apôtre du jouir sans entrave. Absolument. C'est un... Jusqu'au bout, quoi. Oui, c'est ça. Alors moi, s'il n'était qu'écrivain... Il n'y a plus de limite, jusqu'au viol, jusqu'à l'assassinat. S'il n'était qu'écrivain, j'aurais rien à dire. Il y a toute licence pour les écrivains, à mes yeux. Hein. Mais c'est aussi un philosophe. Et c'est quelqu'un qui cite
sans guillemets, parce qu'à l'époque ça n'existe pas, c'est pas un voleur, hein, j'attaque pas la personne de Sade, je dis simplement qu'il cite Helvétius, d'Holbach, Lamétrie, un certain nombre d'autres philosophes qui sont des matérialistes, et ces matérialistes nous disent c'est la fatalité totale, on n'a pas le choix, et finalement on obéit à la matière. Sauf qu'à un moment, Sade dit, mais on peut ne pas obéir à la matière, ça s'appelle la culture. Ça veut dire que Sade choisit le mal. Si on est comme Nietzsche et on dit on n'a pas le choix entre le mal et le bien parce que la nature est ainsi faite, bon ben voilà, on est dans un fatalisme total, dans un déterminisme complet. Mais si on dit qu'on a la possibilité de choisir de dire non au mal parce qu'on pourrait dire oui au bien, mais qu'on préfère dire oui au mal parce qu'on a une jouissance à faire le mal, alors effectivement à ce moment-là on a le droit, quand on est prescripteur comme Sade l'est, de dire qu'on ne souscrit pas à ça. Il y a une lettre de Sade, 1784, je crois, qui s'appelle la vanille et la manille, qui est une lettre dans laquelle Sade explique qu'il a une difficulté sexuelle, physiologique, physique, où il explique que l'arc est bien tendu, mais que la flèche ne part pas. C'est quoi, l'auteur Il n'éjacule pas. Voilà, il n'éjacule pas. Il n'éjacule pas, il a des obstacles physiques qui sont très embêtants. Et quand il, absolument, vous avez raison, et quand il lui arrive d'éjaculer, c'est une souffrance terrible. Qu'il reprend. Donc tout s'explique, quoi. Certains portraits de jouissance, quand il portraitise certains de ces héros, si je puis dire, sont extrêmement douloureux. Oui. Hein. Ce n'est pas une description d'une jouissance. Même quand il y avait des syncopes. Le chef des brigands va se pendre pour jouir, etc. On est dans un climat tragique, mais c'est une boule de souffrance aussi. Absolument. Mais c'est pour ça que c'est une affaire personnelle qui se trouve extrapolée à l'humanité, avec des gens qui nous disent bah oui, ça marche pour tout le monde, etc. Non, ça marche pour ça, ça peut marcher pour quelques-uns. Mais de là en faire, moi je suis d'accord avec ce qu'il a, de là en faire un héros de l'humanité et de faire un humanisme noir, ce qu'il propose, c'est antinomique. C'est pas sa fête à Sade. Alors je vais vous mettre entre les mains de Géraldine Mühlmann, qui a quelques questions à vous poser, Michel Onfray. Alors, juste que ce soit clair tout de suite, je partage tout à fait votre avis sur le fait que il y a une divinisation de Sade. Enfin, certains auteurs, notamment français, je pense à Georges Bataille en particulier, qui ont développé une vraie mystique de Sade, au sens où la jouissance serait religieuse, c'est quand même le comble pour un athée, Sade était athée, de dire qu'il y a un accès au sacré, je crois que c'est... Alors là, vraiment, je suis entièrement d'accord avec vous, je pense que s'il y a bien une notion qui n'est pas sadienne, c'est le sacré, et on pourrait en dire autant de Philippe Solers, que vous citez, qui le compare à un Christ, etc. Maintenant, vous n'êtes pas le premier à avoir dénoncé cela, justement, cette tendance. Il y a des gens qui ont eu une autre lecture de Sade, tout à fait passionnante. Adorno, Horkheimer, que vous citez, je crois 2 lignes, et puis Annie Lebrun. Annie Lebrun qui a édité les œuvres complètes de Sade, en commençant par dénoncer précisément ceux qui, comme Klossowski, qui disait Sade, mon prochain, enfin toute cette religion autour de Sade, pour dire, somme toute, ce que n'est pas ce que vous dites, que Sade, c'est très intéressant, et c'est beaucoup plus intéressant que ça. Et quand Annie Lebrun dit, par exemple, « ça rend malade », vous citez cette formule, « ça rend malade », je voulais vous demander, un auteur qui rend malade, ça n'a aucun intérêt philosophique ? Je pense qu'il faut être un peu malade pour prendre plaisir aux gens qui rendent malades. Oui, vous n'avez pas été un peu malade j'ai autre chose à faire dans ma vie. Vous l'avez lu pour faire ce livre, quand même. Mais un peu excité, peut-être, quand même. Vous êtes limite insultante, oui, évidemment, je l'ai lu. Qu'est-ce que si ça vous aviez fait lu mon livre, vous auriez vu que je l'ai lu, puisque je cite abondamment les tortures qui sont présentées dans les 120 journées de Sodome. Ça me dégoûte. C'est-à-dire que j'avais prévu de faire un cours à l'Université populaire, donc j'ai fait ce cours, et comme je m'étais proposé de faire un cours, j'ai lu. Ça t'a pas excité quand tu étais plus jeune ? Pas du tout, non, jamais de la vie. Non, jamais. La peinture de Clovis Trouille sur l'édition de Folio, de la philosophie dans le boudoir, oui, mais pas ce livre. Donc je n'aurais pas eu besoin d'aller jusqu'au bout de l'œuvre pour préparer le cours, j'aurais laissé tomber, j'aurais arrêté, parce que c'est à vomir. Donc je trouve sidérant, d'abord... Vos insinuations du genre, vous n'êtes pas le premier à le dire, d'autres l'ont dit. C'est parce que vous avez dit, j'étais le premier. Non, j'ai jamais dit que j'étais le premier. Non, mais vous citez ceux qui l'ont dit, c'est-à-dire Albert Camus avant. J'ai pas dit que j'étais le premier, puisque vous le dites vous-même. Léris, je donne les noms, je donne les pages, j'explique très précisément qui ils disent, je les cite, je dis Léris, je dis Queneau, je dis Camus, je dis Horkheimer et je dis Hannah Arendt. Donc je ne suis pas de ceux qui donnent l'impression d'avoir découvert l'eau chaude en ayant volé les œuvres ou pillé les œuvres de ces gens-là, je les cite. Mon problème n'est pas de dire voilà quels gens ont dit du bien de Sade, je dis voilà, mon problème c'est l'inverse. C'est de dire pourquoi des gens ont été fascinés par cette œuvre, nous disent, comme Annie Lebrun,
qui en font commerce. Il a passé sa vie sur Sade. C'est son nom qui est associé complètement à Sade. Ça peut s'appeler une passion. Oui, non, mais je ne dis pas le contraire. Mais je trouve bizarre que quelqu'un puisse dire, moi, Sade, ça me fait vomir, mais je passe ma vie entière à aller chercher ce qui me fait vomir. Et je reviens au vomi au quotidien et en permanence. Donc je dis, c'est une passion suspecte qui n'est pas la mienne. Donc effectivement... Jean-Didier Vincent ? Oui, il faudrait quand même... malheureusement, on ne peut pas faire l'inventaire de ce qui se passe dans l'inconscient des gens. Je prends ce terme d'inconscient sans ambiguïté. Mais quand même, quand on voit le succès qu'ont dans les magazines, qu'ont dans certains établissements, ce qu'on appelle communément le sadisme, et que quand on fait une espèce de bilan global des fantasmes sexuels des gens, on est surpris quand même quand on écoute les gens, quand ils veulent bien se confier. C'est chaud là-dedans, vous savez, c'est terrible, ça étripe. Sade n'aurait pas tort alors ? Mais Sade décrit une partie de la réalité, il n'est pas le seul à être sadique. Mais disons qu'il est un pionnier dans la description et dans la froide description de ce qui se passe dans les fantasmes des individus. Et ça, c'est intéressant ou non, littérairement et philosophiquement ? C'est intéressant, bien sûr, parce que ça vous ouvre des perspectives sur ce qu'est l'inconscient. Mais il se trouve que ça ne l'intéresse pas. Il n'est pas tombé sur les livres qui ont été fécondants pour son esprit à un certain âge. Mais si vous saviez les fantasmes sadiques d'un jeune adolescent, quand je ne dis pas d'un enfant, quand je ne dis pas presque d'un bébé... Non, mais vous allez dans mon sens, c'est intéressant. Vous seriez frappé de ce que les enfants et les adultes sont sadiques. Si on fait un bilan des perversions, il y en a à peu près 50 de répertoriés par le grand sexologue, Greif Ebing, etc. Eh bien, c'est toujours à base de souffrance. C'est le bondage qui vous ficelle. C'est le libérisme où on vous fait des lavements douloureux. Il y a toujours la douleur qui intervient dans pratiquement toutes les perversions. Alors, on laisse répondre Michel Onfray à la question de Géraldine Mühlmann. Pourquoi faire un livre sur Sade si ça ne vous intéresse pas ? Et ensuite, on va écouter les questions de Eliette Ebekassis et Mazarine Pinjot. Mais ça m'intéresse, mais pas comme ça vous intéresse. Donc voilà, et le problème, quand on pose des questions, c'est toujours les gens qui auraient voulu écrire un livre qu'ils n'ont pas écrit, qui nous demandent pourquoi on n'a pas écrit ce livre qu'ils n'ont pas pu écrire. Donc effectivement, mon livre, c'est celui-ci. Vous faites avec. Mais ne me dites pas, pourquoi écrivez-vous un livre sur ce sujet si ça ne vous intéresse pas ? Je ne dis pas que ça ne m'intéresse pas. Ça n'aurait aucun sens. Il faudrait être un crétin fini pour dire ça ne m'intéresse pas. Je réponds à votre question. Qui s'intéressent à Sade font une grosse erreur. Je dis que ce livre est consacré aux lectures de Sade, après avoir dit ce qu'étaient les 120 journées de Sodome, et en me disant c'est quand même sidérant que toute l'intelligentsia parisienne communie exactement dans les éléments de langage fournis par Apollinaire, sans un gramme d'esprit critique, agrégé, si je puis me permettre l'expression, je veux dire, à cette proposition faite par Apollinaire, qui ne tient pas debout, il suffit juste de lire les textes. Et je fais un livre sur Sade, mais à plusieurs entrées, mais aussi sur les lectures. Mais parce que le tout Paris est pervers, c'est tout. Je n'irai pas jusqu'à cette conclusion, mais je me dis comment se fait-il que cette idée qu'on trouve chez Apollinaire, on la retrouve chez Breton, puis chez les surréalistes, puis chez Lacan, puis chez Bataille. Tous des pervers. Mais la même idée, cette idée par exemple qu'un bourreau n'est pas un bourreau mais qu'il est une victime, et une victime n'est pas une victime mais est un bourreau, c'est quelque chose qu'on trouve chez Foucault, chez Barthes, chez Deleuze. On se dit ces grands esprits, ces grands intellectuels français, comment se fait-il qu'ils disent Foucault à la fin, il n'était pas sympa pour... Vous le dites d'ailleurs, à la fin... Foucault, il a évolué sur ça. Il change sur ça. Il allait se faire fouetter dans un... à la fin, il condamne Sade à la fin de sa vie. Eliette Ebekassis et puis Mazarine Pinjot. Parce que je crois que Sade nous choque, et nous choque encore aujourd'hui. Et comme il a choqué son époque, et il a introduit quelque chose d'incroyable, il faut aussi le resituer dans son époque, très convenable, comme la nôtre d'ailleurs, et c'est pas anodin qu'aujourd'hui, effectivement, vous écriviez un livre qui dise que Sade, c'est choquant, parce qu'on est de nouveau dans une époque très convenable, de bien-pensance, où de nouveau, on trouve que Sade, c'est terrible. Et en fait, parce que Sade nous propose cette espèce de radicalité de la pensée, où il va effectivement très loin dans l'interrogation sur la morale, plus loin que n'importe quel penseur.
Et concernant la femme, justement, vous dites que Sade est misogyne, alors que, au contraire, Sade, dans la philosophie dans le boudoir, nous propose une vision de la libération de la femme qui est très actuelle, où il nous explique que la femme, pour se libérer, doit se libérer intérieurement, et même si elle se libère socialement, si elle divorce, ça ne suffit pas, parce que la libération de la femme, non seulement est intérieure, mais elle passe par la libération de son corps et par une libération de sa libido. Je crois que vous vous trompez en pensant que Sade gênait dans son époque. Il n'a pas gêné dans son époque par ses œuvres. Mais ça, c'est le problème. Il a terriblement gêné. Il a été enfermé toute sa vie, tellement il gênait. Il a gêné sa belle-mère, surtout. Personne n'a osé, personne n'a osé dire ce qu'il a dit. Je vous ai écouté et je réponds à la question que vous me posez. Je vous dis, vous me dites, Sade a gêné, les livres de Sade ont gêné à son époque. Je dis, les livres de Sade n'ont pas gêné. Absolument à son époque, ce qui a gêné, c'est le comportement de Sade, qui était un violeur récidiviste. Alors ça, ce sont des rumeurs non avérées. Donc votre livre est une succession de rumeurs. On dit, il n'y a aucun fait. Mais les faits, ils sont donnés. L'affaire Rose Keller, ce sont des faits. Ce sont des faits qui sont donnés par Gilbert Lély. Ce sont des faits qui sont donnés qui ont été apportés par ceux qui l'ont enfermé. Eh bien voilà, les violeurs n'ont pas violé et les violés ont inventé les faits. Et vous imaginez bien que le marquis de Sade, dont on connaît au moins 3 ou 4 affaires, l'affaire d'Arcueil, Marseille, Keller, etc., plus un certain nombre d'autres histoires qu'on a laissé passer parce qu'il était marquis et qu'à l'époque il était couvert par le pouvoir royal. À l'époque, vous pensez bien que ce jour-là, quand le type il arrive au tribunal, il n'a rien fait. Il a passé sa vie à se comporter comme ça. Et cette idée très mondaine et parisienne que les livres produiraient tellement d'effets et que Sade aurait produit des effets avec ses livres et que notre période serait tellement convenable comme à l'époque, etc. C'est faux. Il n'a pas été emprisonné pour avoir écrit les livres qu'il a écrits. Il a été emprisonné pour avoir violé, voie de fait, empoisonnement. Il a été emprisonné parce qu'il a parlé de sexe comme personne n'a osé le faire, évidemment, à son époque, d'une façon avec une liberté et une radicalité qui a... Mazarine Pinjot, chercher ça. Il y a des romans libertins qui sont considérables. Moi, je voudrais juste revenir sur un problème de méthodologie, en fait. Je ne comprends pas ce que vous dénoncez. Si vous dénoncez la réception de Sade, ça j'entends, c'est-à-dire que vous déconstruisez une mythologie, et ça je pense que c'est un peu le sens de votre collection, et je l'entends tout à fait, mais très vite ça dérive sur une dénonciation de l'œuvre de Sade lui-même, et puis ensuite de Sade en tant que personnage, c'est-à-dire que ce qui m'interpelle un petit peu, c'est l'espèce de réduction historiciste sur l'homme Sade lui-même, comme si sa vie pouvait permettre de juger de son œuvre. Et là, il y a quelque chose que je ne comprends plus, c'est-à-dire que, à mon sens, lorsqu'on lit en philosophe une œuvre, on ne fait pas comme Sainte-Beuve, et c'est exactement ce que lui est reproché Proust, c'est-à-dire faire la biographie d'un homme pour rendre compte d'un écrit. Et j'ai l'impression qu'à certains moments, vous tombez un petit peu dans cette dérive-là. Oui, mais vous avez complètement raison sur la question de la méthode. Je vous suis absolument, je propose une méthode qui est alternative. Ce n'est pas la méthode officielle, ce n'est pas celle qu'on vous aura enseignée, ce n'est pas celle de l'École normale supérieure, ce n'est pas celle des structuralistes qui nous disent du texte, pas de contexte. On reprend toutes ces grandes figures qui nous disent le texte fonctionne de manière interne, il y a des structures, on ne sait pas ce que sont les structures, mais la vérité du texte, ce sont les structures. Et si vous allez chercher en dehors du texte, vous êtes dans le biographisme, vous êtes dans la réduction, vous êtes dans une lecture qui est celle de Sainte-Beuve. Mais pourquoi Sainte-Beuve aurait tort? Pourquoi Proust aurait raison? Tous les gens qui ont fait l'économie de la biographie pour comprendre les œuvres sont tous des gens qui avaient des choses à se cacher, comme par hasard. On ne va pas me faire croire qu'un livre, il ne fonctionne que de manière textuelle et interne, et que ça n'a pas d'auteur, que l'auteur n'a pas de vie, qu'il n'a pas de biographie, qu'il n'a pas de corps. Ce dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire la souffrance intrinsèque de Sade en matière de sexualité, c'est pas rien pour comprendre. Je ne dis pas qu'on a tout dit quand on a dit ça. Je dis juste que cette façon de me renvoyer au biographisme, comme on dit souvent, en disant c'est de l'enquête de police ou ce genre de choses, mais Foucault lui-même le dit depuis le début de son œuvre jusqu'à la fin, en disant il n'y a pas eu de problème philosophique dans mon existence, la prison, l'homosexualité, l'enfermement, la subjectivité, la construction d'un corps, qui n'ait été un problème biographique. Jean-Didier Vincent. D'abord, si on veut se tenir à la biographie de Sade, il est exact que c'est une canaille sur le plan social, qui n'a pas hésité au crime. Donner des mouches de Milan à des prostituées, c'est pas bien. Mais il faut savoir que s'il a été si souvent prisonnier, si longtemps prisonnier, c'est grâce à l'acharnement de sa belle-mère et de tout, alors que sa femme persistait à l'aimer et que dans le contexte social de l'époque, dans le libertinage, on faisait n'importe quoi et surtout pas mal de crimes
qui étaient commis et qui étaient protégés par la loi dès l'instant qu'il s'agissait d'un gentilhomme. Et lui était un gentilhomme de haut rang, hein, surtout en Provence. Donc le seul sage politique qui a eu la bonne attitude avec Sade, à mon avis, c'est Bonaparte, quand il a décidé de le foutre en tôle dans un asile de fous. Donc il a fini dans un asile de fous. Et à mon avis, il était à sa place, tout au moins dans le contexte de l'époque, de ce qu'était la folie à cette époque, c'est-à-dire l'enfermement. Léla Slimani. Moi, je voudrais revenir à une distinction que faisait Michel Onfray tout à l'heure entre philosophie et littérature, en disant, mais un écrivain, finalement, un romancier, il a tous les droits. Est-ce que ça veut dire que... Enfin, deux questions. Est-ce que ça veut dire d'abord qu'une littérature dérangeante, dégoûtante, immorale, provocante peut avoir un intérêt littéraire? Et deuxièmement, est-ce que ça veut dire que dans ce cas, le biographisme n'a plus de raison d'être? Est-ce que, par exemple, pour étudier, je ne sais pas, un truc classique, mais pour étudier Céline, on a besoin de savoir qu'il est antisémite pour étudier les œuvres littéraires? Donc voilà, moi je voudrais revenir à cette distinction littérature-philosophie. Vous avez bien raison, parce qu'effectivement, je dis, il y a deux poids, deux mesures. Tous ces gens qui poussent des cris en disant que dire ce que je dis de Sade, ce serait revenir à l'ordre moral d'une certaine manière, être vichiste, etc., sont les premiers qui nous disent quoi? Les pamphlets de Céline, sûrement pas. On ne réédite pas ces choses-là. Tout Céline est réédité, Pléiade, papier Bible, livres de poche, etc. Le théâtre, les inédits, les correspondances, les lettres chez Gallimard, mais pas les pamphlets. Il faudrait les rééditer. Donc vous êtes quand même pour que les œuvres... Je ne suis pas de ceux qui interdiraient qu'on fasse des séminaires sur ça, des cours sur ça. Évidemment, je ne suis pas un brûleur de livres, je ne fais pas partie. Je suis pour le débat. Alors, on va maintenant poursuivre cette émission avec notre grand neurobiologiste, membre de l'Académie des sciences, de médecine, Jean-Didier Vincent, à qui Éric Mata a une minuscule question à poser. On regarde. Ça va être ma tête. Jean-Didier Vincent, 3 prénoms communs pour un destin qui ne l'est pas. Vous êtes le Christophe Colomb du cerveau, ce triangle des Bermudes de 1300 cm3 et d'1,5 kg dont la science ne connaît qu'à peine 10%. 100 millions de processeurs et 1 million de milliards de connexions. Un vrai fantasme d'informaticien. Ça fait beaucoup de chiffres et plus encore de questions. Il ne fallait pas moins d'un jeune homme gourmand et gourmet de 80 printemps, un encyclopédiste philosophe, pour tenter de comprendre le sac et le ressac de nos corps et âmes. Car un cerveau, c'est le cri de la chair, dites-vous. Un cerveau sans les autres, sans l'amour, ce n'est rien. Votre Amérique, c'est l'hypothalamus, une télécommande de la taille d'un ongle qui régit les grandes fonctions du corps. Manger, boire, dormir, désirer. Ce dernier point vous titille depuis votre premier succès, la biologie des passions. On peut être un grand scientifique et un joyeux luron, c'est réjouissant. Dopamine, noradrénaline, sérotonine, le cerveau est le plus gros dealer du monde. Et pour corser l'affaire, vous affirmez qu'il n'est pas figé, qu'il évolue tout au long de notre vie. C'est la plasticité. Il va falloir se mettre au sudoku pour garder notre vélocité. Mais revenons à l'amour, le grand sujet. Sur 2 millions d'espèces animales, seuls 2% sont monogames. D'où ma minuscule question. La monogamie serait-elle contre nature, cher Jean-Didier Vincent? Bon, la monogamie est une exception culturelle. Tout au moins chez les mammifères, où il n'y a que 2% de vrais monogames, ce qui est relativement rare. Par contre, les oiseaux font exception. Alors, je dirais que les oiseaux, il y a 75% de monogames et il y a évidemment 75% de cocus. Donc, mais l'un n'est pas exclusif de l'autre. Voilà. Ouais. En ce qui concerne... Beaucoup chez les pigeons, je crois d'ailleurs. Hein. Chez les pigeons, entre autres, les pigeons, c'est d'amour tendre, etc. Ils ne pensent qu'à une chose. Et c'est quoi la différence? Oui, alors expliquez un peu comment ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Mais comment ça se passe? Comment ça se passe? Entre tous ces bestioles-là. Quelquefois, ils se fâchent et quelquefois, ça passe. Parce que chacun fait la même chose. Il y en a qui se prend une roustée quand même de temps en temps. La femelle et le mâle, chez les oiseaux, c'est à tour de rôle qui sont, je dirais, adultères. Non, mais est-ce que c'est les femelles qui trompent plus que les mâles, comme chez les humains, par exemple, ou c'est les deux, mon colonel. Vous ne pouvez pas savoir... Évidemment, il faut tromper quand on est un mâle de bonne constitution avec une femelle. Quelquefois, on peut tromper avec un mâle, mais l'homosexualité chez
chez les animaux est quand même relativement rare, même si elle n'est pas exceptionnelle. Mais chez les mammifères aussi, évidemment, l'homme fait exception, mais il fait une exception culturelle, c'est-à-dire que c'est l'Église qui lui impose d'être monogame. On ne sait pas où ils ont cherché ça, mais c'est probablement dans le but de conserver le patrimoine, et tout ça est lié à la propriété finalement. À la découverte de la propriété au néolithique, et bientôt de la religion et du sacré qui vient vous dicter des interdits, comme quoi l'adultère serait interdit alors que tout le monde le pratique. Donc, chez les mammifères, c'est plus rare. J'adore citer cet exemple de monogame, c'est le castor. Le castor a une particularité, c'est qu'il s'accouple, c'est merveilleux parce qu'il a une grande queue plate qui le gêne un peu quand il fait l'amour avec sa femelle. Si on avait ça, ça lui sert à titre d'instrument, d'outil, et en même temps, pour se reproduire, c'est pas pratique. Il est obligé de s'asseoir sur sa femelle, c'est-à-dire que parce qu'il a évidemment les testicules et le pénis sous la queue. Donc, quand vous voulez forniquer de façon régulière, en introduisant votre membre mâle dans le récipient femelle, il faut s'asseoir dessus. Voilà. Et c'est pour ça que cet habile artisan ou cet habile ouvrier qui construit des barrages le fait avec l'aide de sa femelle, il ne peut pas s'en passer, et pour lui faire plaisir, ou pour l'honorer, ou pour se reproduire, il s'assoit sur elle, ce qui est évidemment une récompense. On va maintenant se demander, après cet excellent cours, monsieur le professeur, jusqu'où on peut repousser les limites du corps. Vous-même, en ce qui vous concerne, vous les avez repoussées, les limites du cœur, du cerveau de ces choses que vous avez entre les jambes? Étant actuellement à un âge avancé où les fonctions de reproduction sont assez faibles, je fais tous mes efforts possibles pour maintenir une activité sexuelle. Je peux le confesser en public, parce que je crois que l'activité sexuelle est nécessaire à l'entretien de l'amour. Le désir et le sexe sont artificiellement séparés par les philosophes. Il n'y a rien d'autre que du sexe dans l'amour, ou du moins des systèmes désirants, ça passe par les mêmes circuits du cerveau. Donc je pense que... Nous, on est assez d'accord, peut-être. Si vous voulez continuer à aimer, entretenir l'amour pour votre partenaire, il faut baiser, disais-je une fois dans une conférence qui a eu beaucoup de succès. C'est ce qu'a dit aussi Leila Slimani, que vous n'avez fait qu'imiter. Oui, mais moi je suis comme mon collègue Onfray, nous répétons. Et alors, dans la petite question là, qui est liée d'ailleurs à ce qu'on se disait tout à l'heure à propos de ça vient d'où ce besoin de se faire humilier là, dans le sexe, dans l'amour, le désir de se faire fouetter? Je crois que ça va du côté des processus opposants, c'est-à-dire que le mâle appelle la jouissance appelle le mâle structurellement dans le cerveau. Et c'est pour ça que c'est toujours s'infliger une odeur et une douleur, c'est un lapsus, ça m'est venu comme ça. S'infliger une douleur pour jouir. Oui, ça veut et dire alors quoi, donc on se fait ficeler, je vous le disais, on se fait fouetter, on se fait... Parlez pour vous, parce que... Écoutez, c'est en général comme ça que ça se passe. Il y a des établissements pour ça, et il y en a d'autres qui le font avec la complicité de leur épouse régulière. Tout ça, il faut rentrer dans l'intimité des couples, qu'ils soient réguliers ou non réguliers, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle vulgairement du sadisme, qui est en réalité une petite perversion légère et très socialisée, dans beaucoup de couples, notamment chez les échangistes et autres gens qui ont l'habitude de se mettre à plusieurs pour faire l'amour. Alors, Jean Dillet, je veux vous laisser maintenant avec Mazarine Pinjot qui va s'occuper de vous. Vous avez de la chance. Écoutez, ce sera avec le plus grand plaisir, parce que c'est un fantasme qui transcende les générations. Donc, fouettez-moi, ce sera un bonheur. Je suis flattée. Moi, je vais être beaucoup plus sérieuse que les clubs échangistes, mais je suis tout à fait intéressée par votre connaissance de la chose. Et en tout cas, non, mais ce qui est appréciable, c'est qu'on... C'est littéraire chez moi. Absolument, voilà. Oui, mais vous savez bien que dès que c'est littéraire, on va devoir en revenir à votre biographie. Vous allez bientôt devoir nous expliquer. Bon. Non, moi, ce que je trouve tout à fait passionnant dans votre ouvrage, c'est justement la question de la plasticité, donc la malléabilité du cerveau, et notamment du cerveau adulte, qui est l'un des lieux finalement de la liberté, puisque vous dites très bien que c'est aussi les interconnexions avec le milieu social, la culture et les autres surtout, qui fait que chacun a une histoire singulière, indépendamment du plan génétique. C'est-à-dire que nous ne sommes pas totalement déterminés par les gènes, et donc il y a quand même
une petite part de contingence et une possibilité d'avoir une histoire singulière, c'est quand même rassurant quand on lit chez un neurobiologiste que tout n'est pas absolument déterminé biologiquement parlant. Mais le problème, c'est que cette malléabilité, c'est aussi à la fois la possibilité de la liberté, mais la possibilité du mal. Et on revient à la question du mal par laquelle on a commencé. Le mal, mais aussi les dépendances, par exemple, lorsque vous expliquez que la drogue, ou la dépendance à la drogue, participe aussi de cette malléabilité. Et de la plasticité, notamment. Et de la plasticité. On peut rentrer dans de nouvelles habitudes qui seraient celles de l'addiction. Bien sûr. Et ça ouvre aussi, évidemment, le champ des nouvelles neurosciences, ce que vous appelez le cérébo, par exemple, qui est une sorte de mix entre le robot et le cerveau. C'est-à-dire que de cette malléabilité peuvent naître des intuitions nouvelles ou des progrès scientifiques qui vont vers le transhumanisme et qu'on va être bien obligé de réfléchir aujourd'hui. Oui, j'ai effectivement écrit aussi un livre sur le transhumanisme. Je suis allé rencontrer les transhumanistes américains dans la vallée de la Poudre. Enfin, mais sur quoi n'avez-vous pas écrit, Jean-Didier Vincent? Un peu sur tout, malheureusement, parce que je n'ai pas écrit des choses pertinentes sur tout. Mais vous avez raison, mais c'est le père Kant là, que je cite là, à ce moment-là, qui a dit l'homme naît deux fois, une fois du ventre de sa mère, la deuxième fois par l'éducation et la culture. Donc, nous fabriquons un homme chaque fois que nous l'avons mis je dis homme avec un H majuscule, chaque fois que nous l'avons mis au monde. Et il y a des périodes critiques où on apprend à lire, des périodes critiques où le cerveau est encore plastique, puis après il cesse de l'être. Il y a des périodes critiques où on apprend à parler. Tout ce cerveau de l'homme qui est un animal néoténique, c'est-à-dire qu'il faut 18 années pour finir son cerveau à peu près, qui continuera encore. On dit qu'on est avec ses neurones et on ne fait qu'en perdre. C'est faux. Pierre-Marie Liédot est un des pionniers de cette découverte. On fabrique encore des neurones, de nouveaux neurones, ce qu'on appelle la neurogénèse de l'adulte, pendant toute la vie de cet individu qui deviendra un jour un vieil homme qui fabriquera de moins en moins de nouveaux neurones. Après 80 ans, moi je sais que j'ai fait le deuil de mes nouveaux neurones, mais il faut le savoir. Mais on reste toujours plastique, même jusqu'au bout, on est capable d'apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles choses. C'est fou ce qu'un cerveau peut faire. Et évidemment, ce qui est terrible, c'est que le cerveau peut faire, d'autres peuvent le faire à votre cerveau. C'est ça. Et de plus en plus, on a mis au point, par exemple, grâce à ce qu'on appelle l'optogénétique, de pouvoir stimuler les différentes régions du cerveau avec une grande précision, à condition de les transfecter avec des virus qui les rendent sensibles à la lumière. Et on peut comme ça effacer des souvenirs ou transformer des souvenirs. Un souvenir qui est un souvenir heureux va devenir, si vous stimulez le bon endroit, un souvenir malheureux. On pourra l'effacer complètement aussi. Donc c'est dire que pour l'homme futur, il sera peut-être appareillable et on pourra peut-être lui faire des vrais lavages de cerveau qui seront bien réussis et lui apprendre des choses qu'il vaudrait mieux qu'il ne connaisse pas. Donc dans votre discipline, la question de la limite, qui est un peu la grande question transversale qui nous occupe aujourd'hui, elle est particulièrement dangereuse. Ouverte. Donc il n'y a pas de limite, c'est bien ça qu'on a compris. Il y a des limites pour rien. Peut-être il n'y a pas de limite, peut-être qu'il y en a. On ne sait jamais quand même comment ça va se terminer, ces histoires. Mais toujours est-il que les endroits où les recherches transhumanistes sont le plus développées, aux États-Unis, c'est la DARPA, c'est-à-dire la recherche militaire. Et on peut faire des soldats qui seront quand même véritablement prêts à tout, à condition de savoir les refabriquer et les reprogrammer. La possibilité de reprogrammer des cerveaux, c'est pour demain. Donc vous pouvez vous inquiéter à juste titre. Oui, voilà, justement, concernant le transhumanisme que vous annoncez très tranquillement. Alors, transhumanisme, on va peut-être définir... le transhumanisme, c'est le passage de l'humanité à une après-humanité. C'est-à-dire expliquer c'est-à-dire un homme augmenté, essentiellement, qui aura une durée de vie presque illimitée, c'est-à-dire on vise l'immortalité, la bonne santé, et l'augmentation des facultés intellectuelles, cognitives, la mémoire notamment, qui sera presque sans limite, et le cerveau qui deviendra cet ordinateur insurpassable qui permettra de comprendre peut-être vraiment ce qu'est le cerveau et ce qu'est l'homme. Alors on a compris que le transhumanisme, c'était une idéologie, et une idéologie dangereuse, comme le dit Francis Fukuyama. Mais ce n'est pas une secte.
Alors, c'est toute la question. C'est plus que cela. Oui, parce qu'il y a des dérives sectaires, mais ce n'est pas des transhumanistes. Ils sont en train vraiment de prendre le contrôle de l'avenir de l'homme via Google, notamment, et cette idéologie donc, qui vise à transformer l'homme, à sélectionner les meilleurs hommes, ce qu'ils jugent être les meilleurs hommes. C'est un véritable eugénisme, en fait, qui a déjà commencé aujourd'hui, puisque aujourd'hui, on peut effectivement décider de ne pas avoir un enfant si il ne convient pas. Raison. Alors, est-ce que ce n'est pas extrêmement dangereux? Est-ce qu'il ne faut pas mettre des limites, justement, à cette idéologie? C'est difficile de mettre les limites, vous savez. Surtout quand vous avez une armée, quand vous disposez des finances, etc. Aujourd'hui, il y a des programmes, qui sont notamment des programmes militaires, qui reposent sur l'ossature technique du transhumanisme, ce qu'on appelle les converging technologies, c'est-à-dire la convergence des nanotechnologies, des biotechnologies, des technologies de l'informatique et des technologies du cerveau. Voilà, on mettait tout ça ensemble et grâce à la convergence des technologies, l'humanité va faire des progrès extraordinaires. Géraldine. Oui, alors il y a un chapitre dans votre livre sur toutes ces substances dont nous disposons pour rendre le cerveau plus puissant dans certaines de ses fonctions. Des smart drugs, on appelle ça. Voilà. Oui. Et aussi, on le suppose, pour lui donner plus de plaisir, pour rejoindre le thème de cette émission. Est-ce que ça veut dire que, contre peut-être tout un moralisme qui existe, qu'on le veuille ou non, l'avenir est au dopage? C'est tentant, c'est tentant. Vous avez le modafinil, par exemple, qui vous permet de rester éveillé sans avoir de rebond après, et c'est tout à fait intéressant. Mais l'armée française, je vous signale, a abandonné les recherches et l'utilisation de ce produit. Les militaires ne sont pas les plus fous, contrairement à ce qu'on croit. Et ils ont mis au point un certain nombre de garde-fous qui évitent à l'armée de dériver trop loin. Mais il est bien évident, on l'a vu notamment dans les expéditions en Afghanistan et ailleurs, où il y a de telles complexifications avec ce qu'on appelle des smart dust, c'est-à-dire un essaim de petits robots qui volent autour du guerrier de l'avenir, qui lui-même est pourvu d'un système grâce à de relais avec des drones, etc. Vous n'imaginez pas ce que sera la guerre qui va venir. Alors, évidemment, si vous en donnez un peu à Al-Qaïda, s'ils ont quelques possibilités de manipuler comme ça, c'est mettre chez ces gens qui sont des apôtres et des actionnaires du mal, des instruments qui sont infiniment plus dangereux qu'une bombe atomique. Alors, l'avenir n'est pas du tout souriant, et qu'on soit averti, qu'on réfléchisse sur ces problèmes à bon escient et sans catastrophisme, mais efficacité, ça me paraît une nécessité. Alors, on va parler maintenant d'un sujet plus souriant. Hein. Y a-t-il une sexualité normale, hein? C'est cette question que nous allons traiter dans cette nouvelle partie de l'émission avec vous, Leila Slimani, qui a publié ce roman dont tout le monde a parlé. Hein. Vous n'avez pas eu de prix, hein, mais ça viendra vite, hein, parce que ça viendra vite parce que tout le monde a remarqué ce roman dans le jardin de l'ogre, s'il y a une vraie maturité. Beaucoup de drôleries sur un sujet incroyable, c'est l'addiction au sexe d'une femme, Adèle, qui passe son temps à faire l'amour, qui ne pense qu'à ça. Donc, pour vous, il n'y a pas de sexualité normale ? Si, je pense qu'il y a une sexualité normale. Après, je ne sais pas si la sexualité normale, elle est justement... elle permet de jouir, et si elle est heureuse, et si elle est épanouissante. Ça, pour moi, c'est ça la vraie question. Qu'il y ait une norme, c'est évident. Mais est-ce que la norme permet d'être heureux et d'être épanoui? Ça, j'en suis pas certaine. Oui, parce qu'il y a un moyen d'être épanoui par la sexualité. Je sais pas, je me pose la question en lisant ce livre, parce que bon, vous raffolez pas particulièrement du sexe, ou non? Moi? Oui, c'est pas. Mais c'est quoi ces questions? Ce livre n'est pas un éloge du sexe, du tout. Ah non, mais pas du tout. Alors ça pourrait être, parce qu'on peut imaginer, si vous aimiez le sexe, vous aurez pu dire c'est formidable, ils font des trucs. Là, pas du tout. Non, mais c'est même pas le but. Vous regardez ça un peu comme Jean-Didier Vincent, de manière un peu scientifique. Je dirais pas dégoûté, mais un peu, entomologiste. Je proteste. Oui, mais je regarde avec une certaine distance.
distance, mais en même temps, finalement, le sexe n'est qu'un, ou en tout cas la sexualité de ce personnage n'est qu'un symptôme de son mal-être. Moi, ce que j'essaye de raconter, c'est aussi autre chose. C'est la solitude de cette femme, c'est son incapacité à vivre, quoi, à être dans sa vie, à incarner les rôles qui sont les siens, c'est-à-dire être une épouse, être une mère. Donc ça dépasse complètement la question de la sexualité. Ça n'est qu'un pan, finalement, de sa personnalité. Je vais vous laisser entre les mains d'Eliette Abékassi, qui a quelques questions à vous poser. Alors, c'est vrai que cette femme est dans un malaise terrible, qui s'exprime par une hypersexualité, mais qui est plus générale. Il y a un côté Bartleby, elle n'a envie de rien, elle ne participe pas. Bartleby, c'est qui ça? C'est un personnage de Melville, mais enfin, faut peut-être expliquer un peu. Celui qui ne veut rien faire, et I'd rather not to. Voilà, elle ne veut rien, elle ne veut pas participer aux conversations dans un dîner. Finalement, ce qui l'obsède, c'est ce besoin de sexualité. Mais est-ce que vous avez voulu décrire... Elle est un peu comme tout le monde, non? Voilà, justement. Aussi, voilà, mais est-ce que c'est la pathologie d'une femme ou est-ce que c'est la pathologie de notre société qui est dans une sorte de surconsommation sexuelle un petit peu sordide, une sorte de dérive et une différenciation qui est faite entre le désir et le sexe? Est-ce que c'est la société qui est malade? Sexuelle, je crois que les animaux sont pas mal non plus, j'ai envie de dire, Vincent. Oui, ça y va. Mais il y a aussi tout un côté organique. Il y a quelques symptômes, Kleber et Bussy, et ils ont des noms propres, des antonymes qui consistent à une hypersexualité. Il y a l'hypersexualité, par exemple, elle est souvent liée à un excès de libération de cette fameuse dopamine qui est l'hormone du désir, du plaisir, qui circule dans le système de la base, dans la cave du cerveau. Et la dopamine est souvent responsable, par exemple, d'une jalousie grave, le syndrome d'Othello. Quoi, c'est pas nous, ça, c'est pas notre libre arbitre, c'est encore des molécules. Non, c'est la dopamine, c'est une histoire de... C'est atroce. Oui, mais ce qui est atroce, c'est que, par exemple, quand vous traitez un malade par une dose exagérée de la Rhodopa, de maladie de Parkinson, les Parkinsoniens vont faire un syndrome d'Othello, c'est-à-dire qu'ils vont devenir hyper jaloux, et en même temps, ça repose sur une sexualité exagérée. Donc, il y a un côté pathologique chez votre personne. Et peut-être que si on lui faisait un scanner ou une IRM... c'est marrant parce que c'est un peu comme ça que réagit son mari. C'est-à-dire qu'il y a aussi... elle est mariée à un médecin qui l'enferme à un moment, justement, dans la pathologie. Mais elle est peut-être traitée pour Parkinson, d'ailleurs. Non, mais qui, à un moment, se contente de faire un diagnostic en disant, voilà, tu es malade, tu es sex addict, donc voilà comment il faut te soigner. Moi, je crois qu'effectivement, il y a quelque chose qui dépasse, chez ce personnage, je pense, qui dépasse la pathologie et qui est peut-être effectivement quelque chose qui a à voir avec notre société, avec la façon dont on voit le sexe, avec la façon dont le sexe est devenu aussi un objet de consommation, est devenu pour n'importe quelle jeune femme qui ouvre un magazine, qui se promène dans la rue, la sexualité, elle est absolument partout. Et donc, toute femme qui se construit dans sa sexualité, elle a, maille à partir avec tout ça, avec toutes ces images, avec toutes ces injonctions, avec comment il faut faire l'amour, comment on est attirante, comment on suscite le désir, et donc effectivement elle est un peu rendue malade aussi de ça, je crois. Et votre livre est très subversif parce qu'il présente la sexualité aux antipodes de ce que nous donnent les magazines féminins comme quelque chose de festif, de formidable. C'est totalement sordide, ça ne lui apporte aucun plaisir, c'est quelque chose de compulsif et du domaine effectivement de la consommation. Qui est la sexualité dans notre société. Donc. Parce que moi j'avais envie de revenir vraiment au corps et je crois que ce qui est subversif, c'est que j'avais envie d'écrire le sexe un peu de manière pornographique, mais pas pour faire du porno, mais pour montrer justement à quel point c'est cru, à quel point quand deux corps sont l'un face à l'autre, il y a des choses aussi très laides, il y a des bruits, il y a plein de choses qui ne sont pas esthétiques, esthétisées, et que notre société, elle vise justement à rendre esthétiques des choses qui au fond ne le sont pas vraiment. On regarde une scène de sexe dans un film américain, ça paraît toujours merveilleux, tout le monde est beau, c'est bien éclairé. Dans la vraie vie, c'est pas ça, et je pense que pour beaucoup de gens, il peut y avoir une espèce de souffrance. Ce n'est pas pour qui, justement. Non, mais peut-être, je sais pas, mais il peut y avoir une souffrance à mesurer cet écart ou à vivre cet écart. Elle souffre d'une carence affective, parce que tout simplement... Non, mais elle souffre surtout et c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose comme ça chez Sade, c'est qu'elle souffre d'impuissance. C'est essentiellement ça. C'est-à-dire que quand la sublimation nécessaire... Elle jouit pas la pauvre. C'est une impuissance qui est aussi liée
Mais parce que rien n'est à la hauteur, la vie n'est pas à la hauteur, les corps ne sont pas à la hauteur. Elle est incapable d'aimer, c'est ça sa grande infirmité. Oui, mais s'il y a du désir sans soulagement... Mais c'est pas du désir, ça devient de l'impulsion, de la pulsion, de la pulsion pathologique. Mais c'est pas son infirmité, c'est l'infirmité de la société qui ne lui permet pas de s'exprimer. Oh, on a la société à bon dos. C'est toujours la faute de la société, ça c'est vrai. Géraldine Mühlmann. Ouais, je ne savais pas qu'elle jouissait pas parce que c'est pas explicite. En revanche, dans le roman, en revanche, ce qui est tout à fait explicite et qu'on n'a pas dit là, c'est qu'elle recherche la douleur. C'est vraiment quelqu'un qui recherche la douleur. Bien sûr. Oui, mais ça fait partie du sexe parfois. Ça fait partie des processus. Non, mais vous êtes tous tombés sur moi sur scène et regardez comment vous dites la douleur fait partie de... Bon, très bien. Donc, et elle se fait tabasser à un moment donné, très violemment. Je pense, Franz, que les femmes vont comme nous avoir... une déchirure. Par la pénétration. Mais c'est un peu le principe du shoot. Moi, j'ai pas mal discuté. Voilà, j'ai pas mal discuté avec des psys, etc., qui me disaient, en fait, il y a certains addicts sexuels qui sont exactement comme les drogués, c'est-à-dire qu'ils vont devoir augmenter les doses parce qu'en fait, au bout d'un moment, ça leur fait plus rien, donc il faut aller de plus en plus loin, et qu'effectivement, il y a des femmes qui ont des sexualités à la base, voilà, c'est normal, qui vont virer vers de la violence, pour sentir, parce que voilà, leur corps ne sent plus rien. En fait, elles ont un corps effectivement qui est complètement. Je me suis demandé si après avoir écrit ce livre, vous avez eu la même impression, peut-être que certains lecteurs, dont je fais partie, que vous n'êtes pas allé assez loin, peut-être là-dessus, sur l'idée, enfin sur son sadisme aussi. Il y a un moment où elle pince très fort son enfant, on se dit, tiens, elle va y aller, là, en cruauté. Quand je dis elle, c'est vous, c'est-à-dire vous allez y aller. Hein, et sur ce masochisme qui affleure, évidemment. Je pensais à des auteurs comme Joyce Carol Oates, cette cruauté de l'auteur, surtout sur des personnages féminins, pour évoquer la cruauté des personnages aussi. On n'a pas évoqué le masochisme. Est-ce que après avoir écrit ça, vous n'avez pas envie de devenir plus sadienne ou plus Joyce Carol Oates est-ce que ça vous a fait réfléchir sur l'écrivain et sa cruauté ? Oui, mais en même temps, moi, c'est pas sur cet angle-là que j'avais tellement envie d'appuyer, en tout cas pour mon personnage. Moi, ma cruauté, elle était peut-être différente avec mon personnage, dans le sens où j'étais cruelle avec elle quand j'ai montré à quel point c'est quelqu'un qui n'est pas loyal, qui trahit tout le monde, que c'est quelqu'un qui n'a plus aucune règle, quoi. Même la seule personne à laquelle elle tient, qui est son amie, elle finit par la trahir. Même son fils, finalement, je ne vais pas raconter la fin, mais à la fin, on peut quand même se poser une question. Voilà, sur ce que fait cette femme vis-à-vis de sa famille. Ma cruauté, pas vraiment en même temps. Ouais, mais ma cruauté, elle était plutôt là-dedans, et j'avais pas envie finalement de l'enfermer dans quelque chose qui me serait apparu un peu cliché, c'est-à-dire cette femme qui, dans sa sexualité, finalement tombe dans la violence, parce que pour moi, elle est plutôt dans une insatisfaction totale que dans un sadomasochisme, qui devient une nouvelle sexualité normée, quoi. Ça la réenfermerait dans une autre norme, et c'était pas mon intérêt. Elle est complètement perdue. Ça, autre chose, c'est pas... Ouais, c'est un livre troublant. Un mot là-dessus, Michel Onfray, il n'y a pas de sexualité normale ? Il n'y a que des sexualités subjectives qui répondent à chacun. Enfin, il y a des zoophiles, il y a des nécrophiles, il y a des pédophiles, etc., etc. Moi, pour ma part, je pense que les sexualités sont bonnes et normales et légitimes quand elles sont consensuelles, quand on veut, quand elles sont contractuelles. C'est-à-dire quand on fait ce qu'on veut avec qui on veut pourvu que l'autre le veuille. Et tout est possible après ça, y compris le sadisme. Jean Didier parlait de masochisme, le masochisme, le sadomasochisme. Tout est possible dans la mesure où on est dans une logique contractuelle. Comme les enfants ne peuvent pas contracter, les morts ne peuvent pas contracter, les animaux ne le peuvent pas non plus, parce qu'il y a des gens qui défendent la zoophilie aujourd'hui. Hein. La pédophilie a été très bien portée par tous ces gens qui défendaient ça aussi. Hein. Les intellectuels des années 70, on compte ceux qui n'ont pas défendu la pédophilie à cette époque-là. Je pense que quand le tiers n'est pas susceptible de pouvoir contracter, pour des raisons de minorité, même mentale parfois. La question de la sexualité des handicapés se pose aussi. Je trouve que le problème, il est là. Sinon, justement, dans une logique fourriériste, tout est possible, tout est pensable, pourvu que ce soit dit, désiré, voulu, pensé et conçu ensemble. Voilà pourquoi ça me gêne, parce que c'est effectivement une sexualité dans laquelle le souci d'autrui est égal à zéro. Bon, ça méritera aussi d'être dit, la question Babachou, c'est la question conne. C'est le rituel, chaque semaine, c'est mon rituel. Je pose une question idiote. Alors, cher Michel Onfray, je ne vise pas ces drôles de dames, parce que, bizarrement, elles étaient peut-être un peu séduites, hein, mais vous êtes très haï, détesté dans la presse, parce que vous nous dérangez.
vous nous gâchez la vie. On était très bien sans vous, rabâchés tranquillement, nos conneries sur Sartre, sur plein de gens. Alors, pourquoi est-ce que la presse, les médias vous détestent? Moi, je crois que c'est très simple. D'abord, vous culpabilisez. Vous êtes un enfant du peuple, fils d'un ouvrier agricole, d'une femme de ménage, comme Albert Camus, et ça énerve les bourges. Il faut comprendre ça, Michel Onfray. Dans votre prochaine vie, moi, je vous donne un conseil. Faites comme moi, prenez des parents bobos. On a tous eu des parents bobos, c'est vachement bien, ça passe beaucoup mieux, et on ne se fait pas remarquer, voilà. Ensuite, cher Michel Onfray, bon, vous avez tendance à taper fort, philosopher au marteau, comme disait Nietzsche, à faire tomber les statues à la pelleteuse, fracasser les cercueils à coups de marteau, ça fait des ordres. Et franchement, moi, ce vacarme, hein, ça trouble notre digestion, cher Jean-Didier Vincent, vous êtes bien d'accord? Et qu'est-ce que vous avez à vous en prendre tout le temps aux idoles, de la bien-pensance, à Sade, au Seigneur Dieu, à Allah, et puis à tous les tocards, à la Guy Debord, il y en a beaucoup, évidemment. Alors, dernier point, je trouve que vous critiquez beaucoup trop Sartre. Franchement, c'est plus possible. Vous semblez oublier qu'il a fait beaucoup pour la culture française. Énormément. Son théâtre était très apprécié par les officiers allemands de la Wehrmacht pendant l'occupation, ce qui n'a pas empêché le petit malin d'ailleurs de faire ensuite partie d'un comité d'épuration. Bon, c'est vrai qu'il n'est plus guère lu ni joué, hein, mais son heure peut revenir. À la prochaine occupation allemande, comme dirait Mélenchon, ou islamiste, comme dirait Houellebecq. Alors, ma question, Babachou, c'est qu'est-ce que ça vous fait d'avoir les mollets mordus quand on n'a pas les chevilles enflées? Bon, je vous laisse réfléchir là-dessus jusqu'à la semaine prochaine. Je rappelle les titres de vos livres. D'abord, très beau roman, Dans le jardin de l'ogre de Leila Slimani. C'est très réussi. Non, il faut le dire, hein. Quelle maturité, on a l'impression que vous êtes à votre 20e ou 30e livre, parce qu'il y a du métier. Dans le jardin de l'ogre, c'est un livre troublant. Moi, j'ai adoré, aux éditions Gallimard. Jean-Didier Vincent, avec Pierre-Marie Lédo. Alors là, c'est un livre extraordinaire qu'on a souvent présenté ici. Le cerveau sur mesure, aux éditions Odile Jacob. Si vous vous intéressez à la neurobiologie, ne ratez pas Le cerveau sur mesure, aux éditions Odile Jacob. Et puis, enfin, tous les livres oui, parce qu'il y a quoi? Il y a plusieurs livres par an, il faut bien le dire, Michel Onfray. Il y a d'abord La passion de la méchanceté, sur le divin marquis de Sade, dont on a parlé tout à l'heure, aux éditions Autrement. Ensuite, ces petits livres merveilleux aux éditions Galilée, Le bestiaire nietzschéen, Les animaux philosophiques, et puis Avant le silence, ce sont des haïkus. Et puis enfin, vous avez déterré un texte de Diogène le Cynique, fragment inédit, toujours aux éditions Autrement. Je ne parle pas, bien entendu, de cette contre-histoire de la philosophie, publiée toujours à rythme soutenu aux éditions Grasset. Merci, cette émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine à 21h40, toujours sur France 5, pour une nouvelle édition excitante des grandes questions. À la semaine prochaine.